Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Et le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Deux invités aujourd'hui à cette rubrique. Dans un premier temps, on accueille Madame Nana Marjanovic, qui est directrice de Haïti Air Ambulance. Comme on le sait, Haïti Air Ambulance qui cessera ses services en Haïti à partir du 15 août prochain. Et dans un second temps, notre invité est l'économiste Enomi Germain, qui nous parlera de son ouvrage « Pourquoi Haïti peut réussir ». C'est un essai d'économie politique. Et sans tarder, on accueille Haïti Air Ambulance, Madame Nada Marjanovic. Bonjour Madame et bienvenue à Métropole. Bonjour, merci beaucoup, c'est toujours un plaisir. Maintenant, pour parler de Haïti Air Ambulance, c'est quoi exactement? Je ne sais pas si le studio est en mesure de nous offrir quelques images pour permettre au public de Métropole, aux téléspectateurs de se faire une idée. There is hope over the sky in Haiti? Oui, il y a de l'espoir du ciel en Haïti. Oui. Donc, il n'y aura plus d'espoir dans quelques semaines, dans quelques jours? Non, il y a toujours l'espoir. L'espoir peut changer, mais... Alors, dites-nous, madame. D'abord, Nada Marjanovic, c'est russe? Serbienne. Serbienne. Serbienne, oui. Très bien. Et, mais vous êtes américaine? Oui, oui. OK. Et Haïti Air Ambulance, c'est déjà combien d'années en Haïti? Depuis 2014, nous sommes là. Nous avons des vols presque quotidiennement depuis 2014. Les raisons avancées pour expliquer ou justifier la cessation des services de Haïti Air Ambulance, c'est l'insécurité. Mais on peut se poser la question, à savoir quel rapport. Est-ce qu'il y a un rapport entre l'insécurité et le travail que vous faites? Oui, nous sommes tous affectés par l'instabilité du pays. Et malgré que nous continuons à travailler chaque jour contre ces événements, Haïti Ambulance peut fournir ses services grâce aux accords avec les fournisseurs de services aériens établis. Par exemple, nous avons un accord avec une compagnie privée qui nous donne les hélicoptères, les pilotes et les mécaniciens lorsque nous développons l'équipe médicale et les réseaux et les networks. Entre les deux bras, nous avons le service de HEMS, Helicopter Emergency Medical Services. Il reste aux fournisseurs d'aviation pour nous donner les hélicoptères et les certifications, les personnels d'aviation pour faire ces services. Mais en ces temps, depuis février, les circonstances ont empêché Haïti Ambulance à sécuriser ces accords. Vous parlez d'insécurité et vous parlez également d'instabilité. Oui. Là, on n'arrive pas à comprendre. Est-ce que pour parler de l'insécurité, vous faites allusion au fonctionnement des gangs en Haïti? Est-ce que vous parlez des gangs? Non, c'est les manifestations, la plupart, et l'instabilité qui devient à cause de ces activités.
Ah, Oui. OK. Donc, Par exemple, en février, il y a eu beaucoup des activités de manifestations et Haïti a placé au niveau 4 par les États-Unis. Les compagnies aux États-Unis devenaient peur. On a peur à venir en Haïti. Donc, les fournisseurs qui sont aux États-Unis ont peur que l'on n'arrive pas à s'occuper des ressortissants américains qui sont en Haïti. Donc, c'est pourquoi ils vont cesser leurs activités. C'est un peu de tout. Voilà. OK. Donc, ça, c'est pour les pilotes, Oui. les mécaniciens et autres. Mais vous avez combien d'hélicoptères? Deux hélicoptères. Oui. 2 hélicoptères. De la date de l'inauguration de ce service à aujourd'hui, vous avez dû procurer des soins à combien d'Haïtiens? Vous avez procuré combien de soins à combien d'Haïtiens? Vous avez effectué combien de vols aussi? Oui, notre premier vol était en juin 2014. Et depuis 2014, nous avons volé presque quotidiennement. Nous avons à peu près 800 patients qui ont été transportés avec succès. Et en plus, nous avons volé pour fournir des formations aux départements, aux cliniques et hôpitaux là qui ont les besoins et à apporter les réseaux médicaux et les personnels après les désastres. Donc, je ne sais pas si j'ai bien entendu, vous avez soigné 800 patients, you mean 800? Oui. 800? Oui. Et ce sont des cas réussis? Oui. Donc, vous dites aussi que de 2014 à nos jours, vous avez volé presque tous les jours? Oui. À raison de combien de vols par jour? Combien de vols par jour? Ça dépend. Si les vols sont courts, nous pouvons faire 3, 4, 5 vols par jour. Si la distance est plus loin, par exemple, si nous allons à Jérémie, ça c'est un vol par jour. Mais nous pouvons arriver presque partout en Haïti en 1 heure. Mais on prend le temps pour la logistique avant le vol, pour trouver un hôpital qui va accepter le patient avant que nous partions. Et quand nous arrivons au scène, à la scène, il faut stabiliser le patient et travailler avec l'équipe là et prendre le patient et ensuite voler le patient, par exemple, à Port-au-Prince, où nous mettons le patient dans notre ambulance terrestre et le transporter à Bernard-Meuse, à l'hôpital Université de Paix, Canapé Vert, n'importe où. Donc, il prend beaucoup des étapes. Et quand il y a catastrophe, quand il y a des événements de ce genre, est-ce que vous effectuez des vols aussi? Oui. En Haïti, on peut seulement voler avec, comme on dit, Visual Flight Restrictions et par les temps du jour. Alors, s'il y a conditions météo ne permet pas les vols, nous ne pouvons pas faire le vol. Par exemple, après l'orage Matthew, nous ne pouvons pas voler quand on a l'orage. Mais après, nous étions les premiers à arriver là en Jérémie pour faire une vérification des circonstances, pour obtenir les besoins. Et ensuite, pour 5 jours, les 2 hélicoptères ont apporté les réseaux et le personnel médical à Jérémie et revenir avec les patients. C'est comme ça. Et ça, nous avons 4, 5, 6 vols par jour en cette période. Madame Nada Marjanovic, les services aériens vont être cessés, vont être suspendus. Vont être suspendus. Oui. OK. Donc ça va cesser. Est-ce que les services terrestres vont se poursuivre? Oui, bien sûr. Donc c'est-à-dire Haïti Air Ambulance restera en Haïti? Bien sûr.
bien sûr. Mais les services aériens seront suspendus. Oui, exactement. OK. Maintenant, dites-nous, pour solliciter le service de Haïti Air Ambulance, qui peut le faire? Quand peut-on le faire? Et combien vous exigez? Voilà. Si un patient a des besoins de soins pour peut-être qu'il va perdre d'un membre ou de la vie, un personnel médical doit nous appeler pour demander le transport aérien. Ça, c'est parce que nous avons besoin des signes vitaux et aussi s'il y a des conditions cachées chez le patient qui ne permettent pas un transport aérien. Ça, c'est vraiment important. Tout le monde pense que si on est blessé, et prendre l'hélico. Mais si on a certaines circonstances, il peut devenir plus mal par l'altitude et les vibrations d'aviation. Et ensuite, nous devrons chercher un hôpital qui va accepter le patient et qui a les capacités pour donner les soins nécessaires au sa case. Alors, ça, c'est le moyen duquel nous travaillons avec la MSPP et supporter la MSPP avec la balance de capacité en Haïti. Donc, est-ce il faut sur place un personnel médical d'abord? Qu'est-ce que je veux dire? Si je suis chez moi et je me sens mal, Ouais. Je ne peux pas prendre mon téléphone pour appeler Haïti Air Ambulance. Non, on ne va pas répondre. Non. Si C'est vous... un médecin qui doit le faire. Oui. Si quelqu'un nous appelle, nous avons l'intelligence et le réseau à dire, OK, il semble que vous avez ces circonstances, ces besoins médicaux. Le plus proche, clinique ou hôpital chez toi est là. Vous pouvez l'appeler ou nous appelons cet hôpital pour le patient pour créer une connexion entre les deux. Ensuite, quand l'hôpital ou la personne médicale indique que le patient vraiment a besoin de transport d'hélicoptère, nous continuons la coopération. Oui, mais il faut d'abord un médecin sur place. Oui. Ou un infirmier ou un technicien d'urgence. Quelqu'un qui connaît les signes vitaux et qui peut faire une approbation des besoins. Et pour ce service, on réclamait combien d'argent? Oui. Le moyen d'un transport est 15 000 $. Mais si quelqu'un a l'assurance qui accepte les services, l'assurance peut couvrir ça. Sinon, mais quelqu'un a un membership, une adhésion avec Haïti Ambulance, on n'a pas des frais supplémentaires. Donc, si quelqu'un prend une adhésion pour un an, c'est 36 $. Mais si on a un transport, il n'y a pas des frais additionnels. Donc, c'est-à-dire que la première chose à faire, c'est de chercher à avoir une couverture d'assurance, Oui. ou bien à devenir membre de Haïti Air Ambulance. Voilà. Donc, Et déjà, vous aviez combien de membres? À peu près 4 000. 4 000 membres, déjà, en Haïti. Oui. Oui, et des expatriés et des étrangers, oui. Ok, des étrangers aussi. Oui. Mais dites-nous, vous allez changer de nom? Non. Vous ne serez plus Haïti Air Ambulance puisque le service aérien ne sera plus disponible. Continuez, ça c'est une suspension temporaire. Oh, c'est temporaire. Oui, bien Dites-nous, si les choses se calment, si la situation se calme en Haïti, est-ce que vous allez reprendre ces services? À ce moment, nous cherchons à obtenir nos propres hélicoptères. Et quand nous avons notre hélicoptère, nous devons passer une procédure de certification d'aviation. Ensuite, nous avons nos propres hélicoptères et nos certifications. Ça ne jamais passera encore. Qu'est-ce qui vous empêche de le faire déjà? Les moyens financiers? Pourquoi vous n'avez pas acheté vos propres hélicoptères jusqu'à présent? Oui, c'était un plan pour 2020 ou l'an de 2021, mais ça devenait plus rapide.
ça passait à notre port comme ça. Mais ces premiers 5 ans, nous voulons concentrer sur développer notre équipe haïtienne pour l'équipe de clinique et l'équipe de spécialistes en communication qui fait tout la logistique et l'administration, etc. Comme ça, nous se concentrer sur ce côté et avoir un fournisseur pour le côté de l'aviation pour maintenir le standard mondial, le standard le plus haut qu'on peut voir dans HEMS. Et ça, c'est une situation normale. Aux États-Unis, par exemple, c'est vraiment rare à trouver une base comme nous qui a son propre hélicoptère, son certification et aussi son équipe. C'est rare. Est-ce que les démarches ont été déjà initiées et que bientôt vous aurez ces hélicoptères? Excusez-moi? When you'll have your own helicopters? Oui, c'est pas exactement comme quelqu'un qui cherchait une voiture. Je ne peux pas appeler Nissan et demander pour un hélicoptère. En plus, il faut trouver un hélicoptère très spécifique qui est vraiment équipé pour les services médicaux. Nous avons beaucoup de réseaux qui se concentrent à ça et beaucoup de gens qui sont les experts des hélicoptères qui nous assistent avec ça. Nous pouvons le trouver demain. Nous pouvons le trouver, il peut prendre quelques semaines. Je ne peux pas dire. D'accord. Oui. Maintenant, en attendant que le service reprenne, qu'est-ce que vous avez dit à vos membres? Parce que quand même, vous avez dit à vos membres que le service aérien allait être disponible. Oui. Chaque accord dans le monde, c'est un accord de télécommunication, un accord d'assurance. Chaque accord indique qu'il peut être des périodes suspendues, blackout period. Alors... Qu'est-ce que vous entendez par blackout period? Oui, à ce moment, nous sommes dans la blackout period. Alors, quand nous rétablissons le service aérien, nous allons ajouter cette période suspendue au fin du contrat. Comme ça, le gens ne va perdre le temps avec le contrat. Il va extender par sa période. Alors, revenons. Pourquoi vous considérez cette période-là, maintenant, as a blackout period? Why? Oui, pourquoi si nous n'avons pas les hélicoptères, c'est pas possible à fournir le service. Même que... Mais vous avez prévu, c'était déjà prévu dans le contrat? Oui. Les périodes comme période de Noël, de carnaval, est-ce que ces périodes-là sont considérées comme... Non, les détails du contrat indiquent que si un membre, même qu'un membre qualifié médicalement pour le transport, il peut être les circonstances météo qui ne permettent pas de vol. Aussi en Haïti, on ne peut pas faire l'aviation par la nuit. Si quelqu'un a un problème par la nuit, nous ne pouvons pas faire le vol. S'il y a des circonstances qui sont vraiment beaucoup des activités de manifestations qui sont dangereuses et nous ne pouvons pas atterrir là où le membre est, nous ne pouvons pas faire le transport. Donc, il y a beaucoup de circonstances auxquelles on peut dire que c'est un blackout period. Oui. Comment l'État haïtien fonctionne avec Haïti Air Ambulance? Notre mandat est à supporter la MSPP. Ça, c'est la première chose pour nous. Alors, nous faire une balance de capacité du network médical parce que nous pouvons transporter un patient d'une place que le service n'est pas disponible et le transporter à une autre place où on a un lit et un docteur qui peut fournir les services. Aussi, nous fournissons des formations pour eux qui ont besoin de Basic Life Support ou CPR ou Advanced Life Support et les autres
connaissances médicales. Comme ça, nous travaillons maintenant avec le département de la MSPP qui certifie les gens à fournir des services comme ça. Est-ce que Haïti Air Ambulance ne bénéficie pas d'un financement, soit de l'État haïtien, soit d'une organisation internationale quelconque? La plupart de notre fonds venu de donations. Ça, c'est le plus grand. Nous sommes une organisation à but non lucratif. Aussi, l'autre bas, nous avons la SA qui vend les memberships. Entre les deux, ça nous donne les revenus pour la sustainabilité. Le coût du transport n'est pas trop élevé pour Haïti? Ça, c'est la réalité d'un hélicoptère. Pour les hélicoptères, pour donner un service aux classes mondiales, il faut avoir les pilotes exprimés, l'équipe exprimée, les mécaniciens en place qui font les services chaque jour, qui vérifient le carburant chaque jour, qui font une inspection des hélicos chaque jour. Nous devrons avoir beaucoup d'assurances, assurance d'aviation, assurance de medical malpractice, assurance de liabilité, etc., etc. Donc, nos coûts sont plus hauts. C'est inévitable. Mais ça, c'est pourquoi nous vendons le membership pour avoir la sustainabilité. Et aussi, le parti d'Haïti Air Ambulance qui se concentre aux patients indigents. Si quelqu'un n'a pas d'assurance, n'a pas de membership, n'a pas d'argent à payer, nous vérifions le profil financier du patient et si on qualifie pour le transport charitable, notre division charitable va couvrir les coûts pour eux. Est-ce que vous assurez aussi le trajet entre Haïti et d'autres pays, par exemple Haïti, Miami, Haïti et la République dominicaine, entre autres? Oui, nos hélicoptères peuvent arriver n'importe où en Haïti en une heure. Mais ce n'est pas pour un transport trop long. C'est seulement un transport local, régional, comme ça. Et par exemple, pour la République dominicaine, il va prendre 1h30, ça dépend. Mais il faut passer la douane, les autres protocoles. Si quelqu'un veut aller aux États-Unis, nous avons des collaborations et des accords avec les jet services, le transport aérien par avion, qui peut le faire. Oh, OK. Et à ce niveau-là, vous faites venir un jet privé, un avion privé? Peut-être, ça dépend de nos patients. Mais le cas n'est jamais arrivé? Comment? Ce n'est jamais le cas, jusque-là? Oui, nous avons des patients qui étaient transportés aux États-Unis, je dirais, entre 12 et 15 par an. Haïti Air Ambulance n'a pas de franchise douanière? Non. Non. OK. Et vous avez dit tantôt que vous avez 4000 membres, à peu près. Oui. Le registre est encore ouvert. Est-ce que vous acceptez encore d'autres personnes? Oui, à ce moment, nous avons fermé les adhésions pour prendre des nouvelles. Et quand nous réétablissons le service hélicoptère, nous allons commencer encore pour prendre. Donc, le service, nous devons retenir que le service de Haïti, le service aérien de Haïti Air Ambulance est provisoirement suspendu. C'est ce qu'on peut dire? Oui. Avez-vous une date probable pour la reprise des activités? Pas encore. À ce moment, nous se concentrons sur fournir les services de formation aux provinces avec notre partenariat. Par exemple, nous avons 70 hôpitaux dans notre network avec qui nous travaillons beaucoup. Et j'ai une équipe, j'ai des employés
que je dois occuper avec quelque chose. Alors, il faut faire les formations aux hôpitaux qui ont les besoins des connaissances médicales, comme j'ai des Basic Life Support ou des autres, et aussi en Port-au-Prince. En plus, nous avons des discussions avec les instances gouvernementales pour voir si notre équipe peut aider les hôpitaux ou les autres agences ici en Haïti exactement maintenant pour la période des orages. Peut-être si des agences ont besoin des gens qui connaissent le first response et les soins d'urgence, nous sommes là. Donc, c'est-à-dire que maintenant, vous vous concentrez sur la formation des gens, Oui. en accord avec le ministère de la Santé publique. Et directement avec les hôpitaux. OK. Oui, oui. S'il y a un hôpital qui, par exemple, en Artibonite, qui ne peut accéder beaucoup d'informations, les gens-là ont besoin de support. Est-ce que, enfin, pouvons-nous conclure que l'entreprise n'est pas rentable maintenant, dans l'état actuel des choses, et que Haïti Air Ambulance serait déficitaire? C'est pas ça? Non, à compter du 15 août, nous suspenderons le service par hélicoptère, mais nous sommes là. Et nous sommes confiants que nous allons continuer pour l'avenir. Ouais. À part le prix, Oui. à part les engagements que vous avez auprès des fournisseurs étrangers, Ouais. est-ce qu'il y a d'autres exigences auxquelles la compagnie Haïti Air Ambulance ne peut pas faire face aujourd'hui? Je ne suis pas sûre, je comprends. Désolée. OK. Qu'est-ce que la compagnie qui fournit les hélicoptères, qu'est-ce qu'elle exige de plus? Je ne peux pas dire pour quelqu'un d'autre, mais j'ai vu que ce dernier an a fait les fournisseurs nerveux quand ils voient les nouvelles d'Haïti, les activités de l'instabilité, les manifestations et ces choses. Alors pour nous sommes là et nous sommes confiants, nous allons obtenir nos propres hélicoptères et certifications. Et si quelqu'un veut collaborer avec nous en cette période, nous le bienvenons. Nous sommes là, mais nous se concentrer à ce que nous pouvons contrôler. Maintenant, parlez-nous maintenant du service terrestre que vous allez fournir. Oui. En quoi consiste ce service? Okay. Qu'est-ce que vous allez offrir comme service? Nous avons nos propres ambulances terrestres qui restent opérationnelles. Et chaque jour, toute l'équipe va venir à travailler à la base comme normal. Et si nous avons un appel et quelqu'un a besoin d'une ambulance terrestre, nous sommes là. OK. Maintenant, il y a des numéros. Haïti Air Ambulance dispose de numéros de téléphone? Oui. C'est 2812 8703. 2812 8703. OK, donc c'est un numéro que vous avez. Oui. 28 12 87 03. Ouais. Maintenant, comment vous faites? Est-ce que c'est... on exige combien d'argent pour déplacer une ambulance de Haïti Air Ambulance? L'ambulance terrestre, ça dépend de la distance, mais quelques $100, quelque chose comme ça. OK, mais tout dépend de la distance. Oui, toujours. Et pour la région métropolitaine, c'est-à-dire Port-au-Prince, Carrefour... Oui, je dirais que ça c'est moins que $500. Ouais. $500? Moins que. Moins, OK. Maintenant, c'est quoi le dernier mot, Madame Marjanovic? What could be the last word? Nous prenons nos places en Haïti sérieux et nous restons fermes en notre engagement envers Haïti.
on reste engagé. Oui. Ferme. Ferme. Merci infiniment. Je vous souhaite bonne chance, Madame Nada Marjanovic. Je rappelle que vous êtes directrice de Haïti Air Ambulance. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté d'être avec moi ce matin pour faire la lumière sur la cessation des services, des activités de Haïti Air Ambulance. Merci. Avec précision, service aérien suspendu. Oui. Jusqu'à nouvel ordre. Oui. Merci. Merci beaucoup. À la prochaine. Bon week-end. OK. Voilà, Madame, Monsieur, pour la première partie de la rubrique Le Point de Métropole. Madame Nada Marjanovic, directrice générale de Haïti Air Ambulance. Dans un instant, tout de suite après la pause, nous accueillerons l'économiste Enomi Germain qui, lui, va nous parler de son livre « Pourquoi Haïti peut réussir ?» et c'est un essai d'économie politique. Et il sera avec nous dans un instant, disons mieux tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading MSC Trading, c'est plus pour moins. et la BNC. Le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Merci, Madame, Monsieur de l'intérêt, merci de votre patience. C'est bien sûr le moment d'accueillir l'économiste Enomi Germain qui aujourd'hui fait le point sur le titre de son livre « Pourquoi Haïti peut réussir ». Vous affirmez qu'Haïti peut réussir. Bah, évidemment. Bonjour. Bonjour, Wendell. Écoutez, bon, saluer toutes les téléspectatrices, tous téléspectateurs, tout auditeur, toute auditrice, tout. Et son plaisir, vous là, matin, évidemment, comme le titre le dit, c'est que c'est une affirmation. Nous affirmons que le pays peut réussir, effectivement. Donc Haïti n'a pas choisi d'être pauvre, vraiment? Ah, écoutez, et Haïti n'a pas choisi d'être pauvre dans le livre, comme on l'indique. Évidemment, ce n'est pas une réponse directe qu'on donne à cette thèse. Mais ce qu'on peut constater, c'est que dans la dynamique du livre, on peut voir justement que le pays n'a pas choisi d'être pauvre. Quelques éléments d'argumentation rapide. Et lorsque, par exemple, on considère des auteurs comme Benoît Joachim, Leslie Manigat, ou si on veut, on peut considérer Paul Morale, par exemple, on peut voir que dans leur élaboration, ils ont compris qu'il y a des moments historiques qui ne dépendent pas d'Haïti. En tout cas, qui nous ont conduits à l'échec. Par exemple, ils ont expliqué que la colonisation dont nous tenons encore les conséquences désastreuses, en tout cas, c'est pas Haïti qui avait choisi la colonisation en quelque sorte. Évidemment, on n'a pas su prendre les mesures qu'il faut, évidemment, pour atténuer les effets des conséquences de la colonisation en quelque sorte. Donc, c'est une façon de vous dire que, par exemple, je considère uniquement ça. Je pouvais considérer beaucoup d'autres choses, comme par exemple la dette de l'indépendance. Je pouvais considérer l'occupation américaine, par exemple. Je pouvais considérer les responsabilités de l'international, par exemple. Donc, c'est vrai que Haïti a sa part de responsabilité. Sinon, par exemple, l'occupation américaine, Blanc n'a pas seulement décidé de venir. Il a décidé parce que nous avons un comportement chaotique, nous entrons nous président, nous tuons le président, désordre généralisé, donc ça c'est nous. Oui, on est d'accord. On est d'accord sur ce point. Conséquences. On est d'accord sur ce point, conséquences, comportement nous. Ouais. Mais ça me saute d'où, pas oublier, non, nous pas faire un morceau d'histoire, nous faisons une histoire longue pour nous comprendre le phénomène. Nous sommes à voir, par exemple, depuis la période coloniale. Et tout auteur dans la question économie, dans la question économie politique, dans la question histoire de l'économie, il montre que des pays qui vivent des situations de colonisation comme ça, c'est-à-dire une colonisation d'exploitation, comme ça que tu vis à Haïti, c'est des pays qui viennent des difficultés au futur pour que quand même ils construisent réussite. C'est des pays qui, en tout cas, ont une base économique qui sapé en quelque sorte. Donc, seul exemple, ça suffit pour dire que, comme pays, ou bien pays, ça n'a pas choisi colonisation, donc, les gens réductionnistes, les gens biaisés, leur fait l'histoire de l'analyse économique pour dire que, écoutez, et de façon exclusive, c'est Haïti qui choisit pour le pauvre là. C'est ça l'idée. Mais bon, est-ce que nous ne sommes pas capables de dire que l'autre thèse est important surtout dans la mesure où nous n'avons pas jamais réussi à mettre main ou bien exploiter certains moments historiques?
Oui, Wendell, en quelque sorte, l'autre thèse est importante, mais ce sont des thèses pour moi-même qui abordent des réalités de façon partielle. Donc, c'est-à-dire, l'on explique un phénomène aussi global, aussi important comme la pauvreté. Donc, si la thèse, c'est une thèse partielle, on est bien d'accord que c'est incomplète comme thèse. Donc, nous dit que, écoutez, s'il faut avancer une thèse, il faut avancer une thèse complète pour aborder le phénomène de la pauvreté. Et c'est là où avant cette thèse complète, là, comprendre le problème en quelque sorte, que on peut aborder pour que on porter les solutions appropriées en quelque sorte. Maintenant, pour qui ça d'abord même ou quoi que je dis encore qu'il y a une possibilité pour me réussir? Voilà. Et dans le livre, on explique bien, évidemment, et nous d'accord que nous sommes en situation d'échec aujourd'hui, et m'expliquons que côté échec la sortie, et que depuis après 86 aussi, nous avons un ensemble de décisions. Ça, il faut admettre que nous prenons dans le pays qui vient de nous dans une situation d'échec. Ça. Maintenant, qui ça cause l'échec là, et avant même, c'est une sortie. Pour nous-mêmes, le problème non, c'est un problème fondamentalement institutionnel. Il y a des gens qui abordent des problèmes dans Wendell, ils disent que c'est un problème de système. Mais au fait, le système, c'est quoi? C'est l'ensemble des structures, c'est l'ensemble des mécanismes, c'est l'ensemble des pratiques. Donc, c'est l'environnement institutionnel global que nous mettons en place qui fait système dans quelque sorte. Mais, nous ne pas camper là. À la base du problème institutionnel, il y a un problème d'hommes et de femmes capables aux commandes. Je dis à là. Il y a des gens qui vont dire qu'il y a des problèmes de compétences. Il y a des gens qui vont dire que c'est des problèmes d'interlocuteurs, par exemple, si vous voulez, si nous regardons l'aspect international là, que vous pas gagné. Nous-mêmes, nous disons que son problème capable de nous résumer le comme ça. Donc, est-ce que Haïti est capable pour le réussir? Est-ce que Haïti est capable pour initier un processus de renforcement institutionnel ou bien de modernisation institutionnelle? Là, dans le livre, nous admettons que c'est oui. On va l'expliquer. Et je dis à là, qui est-ce qui a dit que Haïti pas des gens qui sont extrêmement compétents là-dedans? Haïti a une quantité de monde compétent qui est bloqué par le système en place. C'est-à-dire qui est bloqué par l'organisation institutionnelle globale en place. Ça, c'est un. On a parlé au niveau de l'administration publique, par exemple. Deuxièmement, est-ce qu'on est que une quantité de monde Wendell qui Haïti là, qui a travaillé dans l'organisation privée, qui a travaillé dans l'ONG, qui est extrêmement compétent, ils ont allé étudier même côté à des gens qui ont des résultats là, pour qui ça va pas des résultats en Haïti. C'est justement parce que, eh bien, mode d'organisation institutionnelle que mon commande met en place ou bien yo renforcé. Mais justement, ça a eu un anti-résultat. Moi-même, pas oublier, nous admettons que Haïti a des gens qui pour faire renforcement institutionnel majeur. Pas oublier, non, nous admettons que le problème, c'est un problème d'environnement institutionnel global. Mais maintenant, même sous renforcer l'institution pour réussir, c'est-à-dire qu'il faut des moyens, il faut des ressources pour que vous initiez tout au moins ce processus réussi tout. Mais maintenant, qui ça aurait les réussites, Wendell? Il y a les Nations Unies qui disent qu'il y a 3 indicateurs qu'à regarder pour parler de réussite. D'abord, il dit que, écoutez, il y a une question revenus. Il dit qu'il y a une question éducation. Il dit qu'il y a une question santé. Puis, il faut chercheurs en économie admettre que, si on résoudre le problème santé avec l'éducation, son pays qui a initié peut-être dans le processus de réussite. Nous montrer à travers le livre que dans toute ressource pays a perdu, que ce soit dans contrebande, que ce soit dans franchise injustement accordée, que ce soit dans mauvaise subvention, etc., à l'aide de documents qui étaient élaborés dans le cas d'Haïti, nous avons montré que, écoutez, le pays a des ressources pour améliorer significativement et durablement l'éducation et la santé. Et je me dis que l'auteur d'accord sur améliorer ça quand inscrit tout dans le processus de réussite. Mais ça ne suffit pas. Un pays qui a réussi, ce n'est pas ça seulement pour le garder, par exemple. Donc, quantité d'autres ressources pour le mobiliser. Il y en a ressources, nous c'était plusieurs ressources dans le livre là. Il y en a ressources, il y en a bagaille, nous fait plaidoyer pour le aujourd'hui là, c'est que aujourd'hui, Wendell, il est important de lever la malédiction des ressources naturelles en Haïti. Qu'est-ce que ça veut les malédictions des ressources naturelles? C'est qu'en pile auteur, à partir de 90, il a constaté que grand pile pays qui gagne des ressources naturelles extrêmement importantes, mais qui pauvres. Il y a ça la malédiction des ressources naturelles. Claude Prepti montrait à travers un pile fascicule que le fait dans le bureau énergie Acmine. Il montrait que Haïti a pile ressources. Monsieur dit que il a toujours aidé nous comprendre que Haïti est un pays essentiellement agricole, mais oubliez dis-nous que c'est un pays qui a pile ressources naturelles, en quelque sorte. Nous-mêmes, qu'est-ce que ça nous dit? Nous dit que, nous considérons étudieux, ils ont montré nous qu'il y a des potentialités importantes. Par exemple, nous avons une étude qui dit non, lors seulement Haïti a des richesses qui évaluent à plusieurs milliards de dollars. Donc pour nous-mêmes, en quelque sorte, nous partons à l'hypothèse que Haïti a des ressources naturelles. Évidemment, il y a des gens qui vont poser des questions. Mais maintenant, nous dit qu'il faut qu'on leve malédiction ça. Pour lever, il faut qu'on justement vous voyez des signaux de confiance à la population parce que la population va quitter les ressources naturelles pendant qu'elle connaît comme le bassin Japet au Caraïbe non et c'est pour ça justement que plaidoyer dans le livre là c'est pour renforcement institutionnel qu'a fait par qui monde par les capables. Est-ce que Haïti est capable? Oui. Nous montrons que Haïti a amélioré santé et éducation de façon significative. Donc lever malédiction ressources naturelles là aborde suffisamment de ressources pour qu'on initie le processus de réussite ou entre autres en quelque sorte. Donc qui ça nous veut dire? Nous voulons dire que sous besoin des moyens humains
des moyens économiques, moyens financiers au cap fait développement, mais pas seulement ça, nous avons des potentialités économiques importantes. Dans le livre, malheureusement, nous avons, parce que nous avons fin du temps, nous n'avons pas élaborer, nous montrer dans le livre, Haïti a des potentialités économiques intéressantes pour que, eh bien, tout au moins commencer par la substitution d'une partie de nos importations. Je vais juste râler une étude CFI pour me dire que CFI font une étude en 2014, ils montrent que la quantité de bagages n'a pas importé là à Wendell, et pas oublier, nous l'avons importé, problème taux de change n'a pas parlé de lien là, c'est lui. Problème inflation en quelque sorte, lié avec elle. Donc, l'on a importé comme ça, et qu'il y a une potentialité. Au livre, il dit que l'emploi est créé ailleurs, le bien-être est créé ailleurs en quelque sorte. Donc, nous-mêmes nous dit que c'est justement les institutions politiques qui doivent envoyer des signaux pour qu'on renforce les institutions économiques, pour qu'elles mettent la machine économique en place pour que nous initions le processus réussite noire. Donc, nous prenons dans le livre là que, écoutez, Haïti gagne pratiquement tout moyen pour tout au moins eh bien, initier son processus de réussite. Est-ce que Enomi Germain, les deux thèses ne se complètent pas entre le choix d'être pauvre et la possibilité de réussir? Et je ne veux pas dire qu'il y a une question de complétude. Je veux dire que gagnons qui partielle, qui en cours de route, et puis l'autre là beaucoup plus complète. Mais maintenant, faille qui gagne avec l'autre pays a choisi pauvre là, donc son thèse qui non seulement voulait dire que tout dépend de Haïti, mais qui voulait dire en quelque sorte tout que son pays qui est condamné à rester pauvre. Or, nous montrons dans le livre là que la trappe à la pauvreté, ça économie sur la trappe à la pauvreté, c'est-à-dire que des pays qui prennent une trappe définitive à la pauvreté qui ne peuvent jamais développer, nous montrons que, écoutez, la trappe à la pauvreté est capable de briser. Donc, quantité d'études. Donc là, excusez-moi, c'est que là, où démontré par, en fait, les voies et moyens pour réussir. Oui. Maintenant, il faut tourner le dos à certaines pratiques, vous l'avez dit? Ah oui, évidemment, certaines pratiques institutionnelles, Jean Dabzola. Pas oublier, non, toutes pratiques, toutes ce sont des institutions. Même mode de pensée, on les traite dans le livre comme des institutions en quelque sorte. C'est pour ça, justement, nous parlons de renforcement institutionnel et surtout de la transformation institutionnelle dans ce pays. Donc, question système, non, Jean Dabzola, elle est posée toujours dit. Ah, la question de système est toujours posée. Et nous dit que système qui s'allie, c'est pas moi qui dis, ils sont ensemble d'auteurs que vous considérez, par exemple, pour étudier un capteur de nous là, Michel Cosier, David Eston ou bien Edouard Francis, il y a le système, on va comprendre que c'est mode de pratique, de mécanisme et toute institution que nous gagnons, aux gens structurés, mais justement qui empêchait que nous joignent des résultats favorables à tout le monde dans le pays. Par exemple, ils font institutions sur des institutions extractives, par exemple, une institution étatique comme une institution prédatrice. L'État, c'est un État prédateur qui est renforcé par un secteur privé extractrice qui, justement, ils ont utilisé tout un ensemble de mécanismes de corruption pour que ils prennent toute richesse pays, mais justement aux grandes dames de la population. Donc, une quantité de services qui ne va pas. Mais c'est pour ça, nous faisons plaidoyer pour renforcement institutionnel et à cette base du problème institutionnel, nous dit qu'il y a un problème d'hommes et de femmes capables aux commandes dans ce pays. Le pouvoir est plus capable. Oui, mais lorsque Enomi Germain, qui fait de solides études en France, et il y a d'autres gens qui fait des études à l'étranger, ils ont observé ce qui a passé dans le pays, ils ont toujours dit que OK, il y a une possibilité. Mais est-ce que ce n'est pas ils ont l'heure et même ils ont utopie, là, nous croyons que il va changer véritablement, alors que il y a des problèmes de base ou de fond pour que tu as posé, il n'y a pas jamais posé. Et là, les gens qui font des études solides, ils ont l'impression que le miracle est possible aussi en Haïti. Le miracle du développement et autres, accès à l'éducation, accès à la santé. Même Jean Sapet de l'autre côté, il est capable de faire ici tout. Oui. Alors qu'à l'origine, nous avons un problème de base, nous avons un problème de mentalité, nous avons un problème culturel, nous avons un problème de dirigeants aussi. Qu'on pas rencontrer l'autre côté. Évidemment. Bien quand on dit nous avons un problème de dirigeants, nous avons un problème de mentalité. Pas oublier, non, les mentalités sont des institutions aussi. Les traités dans le livre là comme des institutions informelles, les mentalités, les façons de penser. Nous avons un problème de dirigeants, évidemment, mais maintenant, est-ce que nous pas des gens qui ont fait des dirigeants valables? La réponse c'est oui. Donc, quand c'est des problèmes de base, j'en suis dit, est-ce que justement ces problèmes-là sont insolubles, c'est-à-dire des problèmes qui ne sont pas qu'à aborder? La réponse est non. Parce que justement, le problème là, c'est parce qu'il n'y a pas jamais posé effectivement qui ne fait pas aborder. Et surtout, parce que vous pas des gens aux commandes qui pourraient aborder ou en quelque sorte qui ne fait pas aborder. Donc maintenant, est-ce que c'est parce que les problèmes de nature, c'est des problèmes pas qu'à résoudre? Je ne pense pas penser ça. Moi, je pense que les problèmes qu'à résoudre, c'est justement. Pourquoi une objection, puis le monde a gagné par rapport à ça, capable de dire, mais attention, ça arrive au gain, il y a deux éléments qui présentent quelques papiers qui disent qu'il fait des études à l'étranger, machin, et que c'est pas vrai. Mais
écoutez, plus fort mon yo, même plus de 60% de nos dirigeants, des directeurs généraux, des ministres, des secrétaires d'État et autres, c'est des gens qui sont formés, bien formés. Il y a deux façons d'aborder le problème. C'est que, où il y a une situation, Jean Zolan, il y a un pile de compétences vraies au niveau, par exemple, de l'administration publique haïtienne. Mais nous, on compétences bloquées par le système. Regardez pour dans l'histoire de ce pays, Wendell, ou après, les gens qui sont sérieusement aux commandes, c'est-à-dire à la tête de l'État, vraiment à la tête de l'État, mon cap dicter des décisions en général, ou après que ce ne sont pas des capables. Et capables, là, pas seulement tout au niveau de formation, non? Il y a plusieurs bagages qu'il faut capables. Par exemple, soit parler d'une vision pour question progrès. Est-ce que mon a une vision progrès? Une histoire de réussite, quel est le passé de la personne en quelque sorte? Par exemple. Là, est-ce que le pas mieux que nous poser problème comme ça? Nous avons des dirigeants, certes, mais nos dirigeants ont un sérieux problème de vision. Ah, dans la notion de capable, justement, c'est comme ça que le problème est abordé. C'est-à-dire, le nous poser problème capable là, c'est comme ça. Et d'ailleurs, ce qui est extrêmement important, c'est que nous avons des gens dans l'administration publique là. Mais en pile fois, tout Wendell, c'est des individus qui singuliers, oui, quand une administration publique là, ont compétences ou bien qui sont capables. C'est pour ça, par exemple, dans le livre là, nous proposons un bagage qui est extrêmement difficile, il y aurait des ensembliers politiques de capables. Comme si nous Wendell, une quantité de gens dans le pays là, qui ont des capacités, mais qui a crié au danger au jour le jour. C'est-à-dire que y aurait là, mais pour une mauvaise direction, ils ont dit attention, côté de aller à pas bon. Mais ils n'ont pas impliqué parce que justement le marché politique est violenté. C'est-à-dire que les gens qui kembe politique en otage là, pour arriver au commande, ils ont utilisé les moyens de la violence et surtout le biais vert pour qu'ils arrivent au pouvoir. C'est pour ça dans le livre là tout, nous dit qu'il faut qu'il y ait des mouvements, en tant que mouvement Petro-Caribé Challenger, qui a discrédité ces politiques au pouvoir pour que provoquer la mort politique nécessaire d'un pile là-dedans, parce qu'on est bien d'accord que Petro-Caribé fait un pile mort politique déjà. Donc c'est-à-dire que faut qu'on ait ça d'un côté et deuxièmement, on a une catégorie de monde en quelque sorte, mais qui dit qu'il n'y a pas impliqué dans la politique là, de façon groupée. C'est-à-dire que c'est pas des individus singuliers qui peuvent entrer parce qu'ils sont bloqués par le système ou par aux commandes. Mais nous dit que, écoutez, il faut gagner un ensemblier politique de capables. Comme c'est Mdado, des gens qui estiment qu'ils partagent la même vision, et bien justement, ils regroupent tête et puis ils arrivent au pouvoir ensemble. Parce que, si vous arrivez au pouvoir avec une équipe, quelques compétents qui au cahier, ou pas qu'à favoriser le changement institutionnel qu'il faut faire, parce que ce n'est pas toi qui es aux commandes véritablement, parce que justement, en pile fort, c'est seulement des gens qui peuvent exécuter leur bon commandement. Le livre, ça a combien de temps pour écrire? Le livre là prend environ 1 an. Donc, c'est un livre qui a commencé à écrire à partir de juillet 2018, c'est-à-dire 6-7 juillet 2018. Est-ce que tu es inspiré justement des événements? Oui, je suis inspiré d'événements, en tout cas qui considéré comme un déclic. Oui, qui était considéré comme un déclic. Mais je toujours à réfléchir sur le problème pour voter, parce que depuis la 3e année au CTPE, je toujours quoi que écouter grand pile capacité. À preuve, premier article, moi écrit dans Nouvelle Club dans 3e année CTPE, c'était que l'agriculture, une filière capable de donner un nouvel élan à l'économie nationale. Donc, nous avons toujours quoi que nous avons un ensemble de moyens qui capable des élans. Les capables, mais pas un moment que tout ça n'a mangé, c'est commandé, nous commander. Oui, bien sûr que oui. Donc, c'est parce que justement, moi, mon exemple pour montrer que, par exemple, on a renforcé l'agriculture. Dans le livre là, nous avons l'exemple de la production avicole. La production avicole. Par exemple, en 2011, nous avons produit environ 100 000 poulets de chair, Wendell. Maintenant, en 2014, il y a une décision de renforcement institutionnel qui prend. Une décision, c'est justement augmenter les tarifs sur question d'importation de poulet dans le pays. Nous passons de 100 000 à 250 000. Une augmentation de 150% entre 2011 et 2014. Ou d'accord que la potentialité là, c'est justement un ensemble de mesures que nous prenons. Nous rendons paysans, nous rendons des producteurs nationaux pas compétitifs et que justement, on va avoir des résultats. Donc, son simple exemple pour montrer que il y a des décisions qu'on prend ou qu'on renforcer des bagages comme ça. Donc, on est bien d'accord que pas dans le moment ça, et c'est pour ça qu'il faut continuer au renforcement institutionnel. Donc là, c'est tout pays, hein, ou bien ça a de passer par les dirigeants à prendre des décisions qui s'imposent justement et qui t'a remetté nous sur les rails de la réussite. Oui, et c'est d'abord la vision, D'abord la vision. D'abord, on est d'accord, d'abord la vision, la compétence, et mon qui a une histoire à succès. On ne peut pas avoir une expérience au NDL et que vous tombez au niveau de l'administration publique, ou pas capable. C'est-à-dire, il n'est pas évident pour faire monde qu'on a confiance, par exemple. On va le montrer qu'on est capable d'avoir des résultats. Wanda, c'est ça qui est passé en 1994. Un pays extrêmement divisé, un pays presque en faillite, et que justement, où un homme de vision, on capable qui arrive aux commandes, et que nous voyons que Wanda est en train, en tout cas, Wanda est sur la voie de la réussite en quelque sorte. Il est même considéré comme étant un modèle de réussite en Afrique. Donc, son façon pour me dire que, en pile fois,
ou après que, ou pas besoin en pile bagaille, que justement, mais de dirigeants capables, de dirigeants qui comprennent nécessité pour gagner, de dirigeants de vision, de dirigeants compétents justement pour bailler résultat. Parce que, encore une fois, problème non, l'institutionnel, il faut pas mal poser, mais à la base de ce problème institutionnel, il se pose un problème d'hommes et de femmes capables. Parce que justement, pour moi-même, c'est eux-mêmes qui vous mettez la machine institutionnelle globale en marche pour que justement, le pays a inscrit tête dans la dynamique de réussite que n'a pas les. Et le Germain m'a rappelé qu'on se tinègue gonaïve. Oui. Alors, quand je dis tinègue, c'est pas de façon péjorative. Oui, je sais. Donc, tu as dit, c'est tinègue, Jacques Mel. Qui bon, mon abjeune livre là, qui le 20 signature dans la fête et nommé 20 signature livre là, fête à l'hôtel Marriott le mardi 13 août prochain, c'est-à-dire mardi 13 août prochain, entre 5h et 8h PM. Il n'y a pas jamais de titre là osé? Oui, titre là osé, nous comprenons ça. Titre là risqué tout. Et vous d'accord? Ah oui, d'accord, mais m'assumer le tout. C'est ça. Pourquoi Haïti peut réussir? C'est le titre de l'ouvrage de Enomi Germain, jeune économiste. Et pourquoi vous avez parlé d'essai d'économie politique? Voilà, un essai, c'est un texte dans lequel on dit son pensée, on opinion, son situation globale. Donc, comme c'est un bon parti dans le livre là, évidemment, un pile partie objective, puisque quand même son texte qui est à la base scientifique. Mais évidemment, comme un pile opinion, donc c'est un essai. Et essai d'économie politique. Pourquoi? Parce qu'à la base, en tout cas, de façon grosso modo, parce qu'il y a un mélange d'économie et de politique. Mais en tout cas, nous avons parlé de l'essai d'économie tout, puisque les frontières entre l'économie politique et l'économie, de manière générale, ne sont pas grandes en quelque sorte. Combien de cob? C'est 1000 gouttes pour le grand public et pour étudiants 750 gouttes. Et tout de suite après, 20 signatures, on est disponible dans la librairie, mais tout le 17 août, nous avons Gonaïve dans le centre culturel La Marante avec Citoyen Édition pour que quand même nous continuions à distribuer mes livres là à la population. Merci Enomi Germain, bonne chance et succès continu, je dire bon ça. Merci beaucoup Wendell, c'est remercier tout le monde qui t'a attendu nous et qui t'a regardé nous tout. Voilà, pourquoi Haïti peut réussir, titre du livre d'Enomi Germain, jeune économiste. La vente signature, ce sera mardi prochain à l'hôtel Marriott. C'est ça? Oui. Voilà. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Métropole. On a eu 2 invités ce matin. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une excellente journée et surtout un très bon week-end avec Métropole. Et à lundi. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Et le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés.